Bon, j'y m'attendais à 3/4 d'heure de discours, je vais avoir le temps de me préparer, mais bon. Bah écoutez, tout d'abord, vous dire que je suis ravi d'être en Alsace, ravi d'être ici à vos côtés, de retrouver mes amis parlementaires. Donc Frédéric m'avait prévenu qu'il avait d'autres obligations, puis c'était une belle obligation, parce que je crois que c'est pour un mérite agricole. Donc, ma foi, il ne pouvait pas y déroger. Je voudrais surtout remercier Laurent et Patrick de m'accueillir. Ils ne sont pas trop durs à supporter, quand même. Bon, faut pas qu'ils vous marchent sur le pied, parce que ça peut faire mal. Mais au-delà de ça, vous savez, si j'avais que des députés comme vos députés alsaciens, eh ben, ça irait pas trop mal. C'est aussi oui, vous pouvez les applaudir parce que énormément. Remercier aussi Guido, notre ami sénateur, mais je pense que Gérard en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi, mais c'est aussi important hein, à la fois le travail entre nos deux groupes parlementaires. Vous voyez, c'est une belle image. Nous soyons aujourd'hui ensemble avec Gérard. Dans ces moments-là, il est important de montrer que le Sénat et l'Assemblée, alors on a parfois des visions un peu différentes des choses, une approche un peu différente, mais en tout cas, on sait faire front commun et on l'a démontré à plusieurs reprises. Et puis remercier Joe qui nous accueille et pour l'organisation, merci vraiment à tous du fond du cœur. Alors, bon. Maintenant, je vais ranger les notes. Je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. Et on est dans une période, Laurent l'a évoqué, qui n'est pas des plus faciles, on en a connu des meilleurs. Mais je crois aussi que c'est dans ces moments-là qu'on peut, ma foi, qu'on peut rebondir. Le constat, il faut le faire avec beaucoup de lucidité. Depuis 7 ans maintenant, les choses n'ont pas été au mieux pour nous. Nous avons perdu 2 élections présidentielles. Pour la première fois de notre histoire, on n'a pas été présent au 2e tour d'une élection présidentielle, ça ne nous était jamais arrivé. On a perdu 2 élections législatives et un échec cuisant aux européennes. C'est la réalité, il ne faut pas la nier et au contraire, il faut prendre un peu le temps de s'y attarder pour voir comment effectivement, à partir de cette situation, nous pouvons redémarrer. Mais on a aussi des points d'ancrage solides, il y a aussi des fondations solides. Et les fondations solides, c'est d'abord le Sénat où nous avons la majorité. Et c'est important dans ce contexte d'avoir la Chambre haute où nous sommes majoritaires avec le travail qui est fait par Gérard Larcher, par Bruno Retailleau et par tous nos amis sénateurs. Et puis nous avons à l'Assemblée nationale, là aussi, le premier groupe d'opposition. Vous savez, et Dieu sait que on s'est fait secouer, on a essayé de nous faire exploser à tout moment. On a subi les trahisons, les départs, les amertumes, etc. Mais le groupe, il est resté solide. Il y a 104 députés LR à l'Assemblée nationale. C'est plus de députés que tous les autres groupes de l'opposition réunis. Donc ça compte. Et puis, 3e point d'ancrage solide, parce que pour que la chaise soit solide, il faut qu'elle ait 4 pieds. Eh bien, c'est notre maillage territorial, c'est nos élus territoriaux, c'est nos élus les républicains, qui sont restés, quand ça a tangué, et qui sont restés fidèles à la maison et fidèles à la famille. Et c'est le premier réseau d'élus territoriaux de France, ce sont les républicains. Et puis, le 4e pied, et non pas le moins solide, mais sans doute le plus solide, eh bien, c'est vous. C'est les militants qui sont restés avec nous dans cette période. Et on se le dit de temps en temps entre nous en plaisantant, ils ont eu du mérite, et vous avez du mérite, d'être là, d'être resté fidèle, d'être resté solide. Et donc à partir de ces 4 points d'ancrage, eh bien ça fait de belles fondations pour pouvoir reconstruire la maison. Ça veut dire qu'il faut dans cette période, vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Les élections présidentielles sont dans 3 ans. Donc les aventures individuelles, les parcours individuels, ils sont normaux, c'est légitime, vous savez, d'avoir une ambition personnelle. Si on fait de la politique sans ambition personnelle, ça ne marche pas. Donc c'est important. Et encore une fois, elles sont légitimes, mais ça n'est pas le moment aujourd'hui des ambitions individuelles. Aujourd'hui, c'est le moment du collectif.
Et c'est dans cette direction que j'ai souhaité m'engager. Si, après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup consulté les uns et les autres, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de notre famille politique, c'est pour porter un projet collectif. Et c'est pour faire en sorte de rassembler, de réconcilier notre famille. Alors, on ne parle pas d'une page blanche. Il faut pas, vous savez, j'ai l'habitude d'utiliser cette formule. Je ne suis pas rancunier, d'abord parce que je considère que c'est un défaut, la rancune. Mais je ne suis pas amnésique non plus. Je n'oublie rien. Je sais ceux qui sont restés fidèles quand il fallait l'être, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut rassembler. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse se reparler, puisse travailler ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va reconstruire. Et c'est comme ça qu'on va redevenir attractif. Ça veut dire qu'il faut ouvrir un certain nombre de champs sur lesquels, et Laurent le disait à juste titre il y a quelques instants, sur lesquels on a peut-être été présent, mais en tout cas on n'a pas su se faire entendre. Vous voyez, Laurent évoquait le sujet de l'écologie et de l'environnement, c'est un sujet important. Et si un certain nombre de jeunes se sont détournés de nous, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été assez audible sur ce sujet. Et je pense qu'il y a la possibilité aujourd'hui de porter un vrai projet d'écologie, un projet de droite, qui s'appuie sur un trépied solide. Et le trépied, c'est celui du développement durable. C'est-à-dire que moi je considère qu'un projet, de quelque nature qu'il soit, il doit d'abord avoir une rentabilité économique. S'il n'y a pas de rentabilité économique, on ne tient pas dans la durée. Ensuite, il faut qu'il soit facteur de progrès social. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que celui qui travaille doit gagner plus que celui qui ne travaille pas. Ça veut dire que celui qui travaille bien doit gagner davantage que celui qui travaille moins bien. C'est ça, être facteur, de porter le progrès social. Et puis, le troisième élément, c'est bien évidemment de respecter l'environnement, parce que c'est ce que nous léguerons à nos enfants et nous devons y être attentifs. Mais voyez, si on approche ces trois sujets séparément, ça ne tient pas. Le profit pour le profit, moi, ça ne m'a jamais fait rêver. Ça peut en faire rêver quelques-uns, mais où est l'intérêt? Le social pour le social, s'il n'y a pas une rentabilité économique, ça ne tient pas non plus. Et puis l'environnement, pour l'environnement, sans se préoccuper des hommes et des femmes, ça ne tient pas non plus, parce que c'est la logique de la décroissance. Donc on voit bien qu'il faut avoir cette approche commune. Et cette approche commune, c'est celle que la droite et le centre peuvent porter. Parce que ça correspond à notre philosophie, c'est-à-dire rien n'est plus important que l'homme au sens générique, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui y travaillent, donc avec à la fois l'intérêt de la rentabilité et bien évidemment de gagner de l'argent, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, le progrès social, parce que c'est important, à chacun puisse avoir une perspective d'évolution et de préserver l'environnement. Et puis il y a beaucoup d'autres sujets que l'on peut aborder comme ça. Les sujets bioéthiques, ça va être d'actualité prochainement, puisque ça va être notre entrée parlementaire à l'Assemblée avant que le Sénat récupère ce texte. Moi, j'ai des convictions bien ancrées sur ce sujet, mais je pense qu'il faut l'aborder avec pragmatisme. Parce que la famille, et c'est un ancien ministre de la Famille qui vous le dit, j'y suis très attaché, je considère que c'est vraiment le socle de notre société. Mais il faut la regarder avec les yeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que nos jeunes, vous savez, quand j'ai conduit une politique familiale et j'ai toujours attaqué le gouvernement très durement lorsqu'il s'en prenait à la famille. Parce que si on veut avoir, dans nos zones rurales qu'évoquait là aussi Laurent, des jeunes couples qui viennent s'y installer, il faut avoir une vraie politique familiale, une capacité d'accueil de la petite enfance, savoir aussi que quand tout va mal, c'est là qu'on peut se réfugier, c'est là que l'on peut résister. Donc la famille, il faut la porter, il faut la soutenir, mais il faut la regarder effectivement avec les yeux d'aujourd'hui. Et on évolue sur ces sujets bioéthiques. Regardez sur la fin de vie. On a tous évolué tout simplement par l'histoire de nos vies. Quand on est confronté à des situations de deuil, de fin de vie d'un de nos proches, on évolue aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, sur ces textes bioéthiques, moi je souhaite que l'on ait, dans ma famille politique, que l'on ait une liberté de vote totale. C'est-à-dire que chacun y aille avec ses convictions, qu'on prenne le temps de s'écouter, de se respecter dans les débats. Et ça, c'est tout sauf de l'eau tiède. Ça ne veut pas dire qu'on renie ses convictions. En tout cas, je ne suis pas prêt à renier les miennes. Mais
je veux qu'on le fasse dans un climat apaisé, qu'on ne retombe pas dans la violence du climat du mariage pour tous qui a été porté par Madame Taubira, qui a été provocatrice et qui a suscité effectivement la violence du débat. J'espère qu'on saura l'approcher avec beaucoup plus de dignité. C'est en tout cas ce que j'attends de ce débat parlementaire. Alors, beaucoup d'autres points que l'on pourrait évoquer. Mais, vous voyez, la reconstruction d'une famille politique, elle se fait comme ça. Elle se fait par le rassemblement, par la réconciliation, par la capacité à débattre, à écouter ensemble, à se respecter, mais à ne rien renier de nos convictions, bien évidemment. Et puis en regardant aussi les choses avec lucidité. Vous qui êtes des militants engagés, on a pris cher ces derniers temps. On a encaissé beaucoup. Et les discours, vous savez, on les a tous entendus, où on nous explique, regardez, est-ce que finalement, M. Macron, il n'a pas fait ce que vous n'avez pas eu le courage de faire? On l'a tous entendu 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois. Ça a sans doute peut-être été parfois un peu vrai, mais regardons les choses avec objectivité sur le plan économique. Je prends le sujet économique parce que ça a été un des points centraux de la campagne d'Emmanuel Macron, avec 4 indicateurs que j'aime bien citer parce que, ma foi, ils ne sont pas contestables. Ce sont les chiffres de l'INSEE ou que vous pouvez retrouver sur les sites du gouvernement. 4 indicateurs économiques. Un premier indicateur sur la dépense publique. Ça a été un argument très fort qui a été utilisé par Emmanuel Macron pendant toute sa campagne. Et là aussi, on l'a entendu en nous disant on va baisser la dépense publique parce que c'est ça qui nous permettra de retrouver de la compétitivité. Alors, moi, je prends des chiffres qui sont indiscutables en prenant un point de référence. Alors, je le dis souvent en plaisantant pour ne pas être désagréable avec M. Macron, parce que je ne veux pas être spontanément désagréable avec M. Macron. Je prends une référence qui n'est pas la meilleure au monde. Je prends la référence de François Hollande. Je me dis comme ça, je ne prends pas des risques énormes. Et je regarde comment a évolué la dépense publique dans les 2 premières années du mandat de François Hollande. Dans ces 2 premières années, il a augmenté la dépense publique de 37 milliards d'euros. Je regarde ce qu'a fait M. Macron pendant cette même période. Il a augmenté la dépense publique de 55 milliards d'euros. C'est une réalité qui est indiscutable. Ensuite, je prends un autre sujet qui est celui de l'endettement. L'endettement, là aussi, on a entendu beaucoup, et M. Macron a été le premier, enfin pas le premier, mais un de ceux qui nous a expliqué, comme nous, on l'a dit très souvent, il faut baisser la dette parce que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Tant qu'on s'arrête là, on est tous d'accord. Et donc, je regarde ce qui a été fait depuis 2 ans. Là aussi, je vous invite à vérifier ces chiffres. Depuis 2 ans, la dette publique de la France, elle a augmenté de 163 milliards d'euros. Donc on n'a pas été sur une politique de désendettement comme l'ont été un certain nombre de nos partenaires et de nos voisins. Et puis, je prends encore un autre exemple que l'on entend régulièrement, celui des impôts. Là, tous les jours, on vous explique qu'on a baissé les impôts. Et on a M. Darmanin qui est fabuleux, vous savez, il nous fait le jeu de bonneteau, il dit regardez ici, il y a la taxe d'habitation, regardez là, il y a la CSG, j'en passe une ici, j'en passe une autre là, et regardez, les impôts ont baissé. Moi, je regarde une chose assez simple, le taux des prélèvements obligatoires, ce qui sort de notre poche chaque année. Qu'on l'ait en taxe ou en impôt direct, ça permet de regarder les choses avec objectivité. Pour la première fois, on a passé les 45% de taux de prélèvement obligatoire. Jamais dans l'histoire de la République, on ne les avait dépassés. Donc, je construis mon objectif et ma mission, c'est d'être capable de porter un projet collectif qui servira d'appui à celui ou à celle qui aura l'honneur de porter nos couleurs lorsque viendra le temps de la présidentielle. Et pour préparer tout cela, eh bien, plus que jamais, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous tous, j'ai besoin des militants, j'ai besoin des élus territoriaux, j'ai besoin de notre groupe majoritaire au Sénat, j'ai besoin des parlementaires à l'Assemblée. Parce qu'on ne pourra réussir que dans le collectif. Si on n'est pas capable de rassembler, de réconcilier et de bâtir ensemble, eh bien on échouera. Et je crois que la défaite que nous venons de prendre aux élections européennes, eh bien, elle peut avoir ça de salvatrice, c'est de montrer que maintenant, il est temps effectivement de jouer collectif et de redémarrer. Merci de votre attention.